J'invite Lauriane à mes côtés. On peut lui faire un tonnerre d'établissement. Si ça, c'est un tonnerre... si ça... Ouais, allez-y, Lauriane, Je vous présente Lauriane. Bon, Lauriane, je vous laisse ici d'abord. Mais après, vous allez prendre... Mais qui êtes-vous, Lauriane? Je suis... Alors, c'est là. Hein. Oui. Hein? Je suis ministre. Non, je suis journaliste. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous allez inviter des gens pour parler de quoi? Mes parents sont dans la salle. Vos parents sont dans la salle. C'est très bien. Et qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? C'est ça. On est complètement dans on va parler de quoi? De la voix féminine. Très bien. Et vous avez des invités dans l'industrie de l'audio. Oui. Et vous avez des Oui, je ne vais dames. pas faire ça toute seule. Ah bah non, on a aussi un monsieur, heureusement. Ah bah oui, heureusement, on a aussi une voix masculine qui va. C'est ce que je vais vous faire. Je vais vous laisser. Hein. Maintenant, toute la salle est à votre écoute. Très bien. Et comme on dit chez moi en Belgique, démerdez-vous. Bah oui, merci bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je n'ai pas forcément un retour. Super, merci. Oui, donc moi je m'appelle Lauriane Caprélian, je suis journaliste et j'accompagne aussi sur la voix féminine, comment on prend la parole. J'avais préparé tout un petit édito, mais j'avais très envie de faire le lien avec ce qu'on a entendu avec l'intelligence artificielle. Je trouve que c'était bien écrit entre l'intelligence artificielle et la voix de l'IA et la voix féminine. Ce qui était intéressant, c'est que quand ils nous ont fait la démonstration sur cette voix, c'était forcément une voix féminine. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les médias, podcasts et radio et télé, la place de la parole féminine est à peu près de 36%. Alors, si on s'inquiète après sur l'intelligence artificielle, la voix féminine, il y a peut-être quelque chose à se dire là, maintenant. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à côté de moi, que je vais appeler, vous allez venir me rejoindre, Marguerite de Rondelec. Alors, j'avais pris toutes mes petites notes. Cofondatrice, je t'en prie, assieds-toi. Cofondatrice de Woman et Podcast, un collectif qui milite pour une meilleure inclusion des femmes dans le podcast. On peut applaudir. Marie Misset, journaliste à France Inter et aussi autrice pour Louis Média avec le podcast Émotion, qui incarne ces voix féminines qui bousculent les codes des médias traditionnels et indépendants. Et une voix masculine va s'inviter aussi au débat. Vincent Soulet, producteur et consultant engagé dans une réflexion sur la diversité et la place des femmes dans la production radiophonique et les podcasts. À travers cette table ronde, nous allons donc non seulement dresser un état des lieux, je pense que ça va être intéressant quand même de savoir un petit peu ce qui se passe, mais aussi explorer peut-être des solutions concrètes et les bonnes pratiques, et je l'espère, esquisser ensemble une industrie plus inclusive et diversifiée, parce que la voix des femmes, c'est essentiel, certes, mais pas seulement pour l'égalité, mais parce qu'elles enrichissent aussi et transforment le récit collectif. Je pars m'installer. Alors oui, effectivement, moi j'avais été troublée là par t'y étais, hein, la table ronde qui était juste avant avec l'intelligence artificielle et cette voix féminine qui prenait cette place, qui était présentée comme une voix artificielle, synthétique, froide. Oui, mais alors du coup, les voix féminines plus chaudes, plus organiques, ça pose aussi un problème puisqu'elles n'ont pas toute la place qu'elles devraient avoir. Je voudrais te donner la parole, Marguerite. Je voudrais qu'on commence déjà par ce petit tour de table et qu'on fasse un petit état des lieux quand même. Mais Marguerite, toi, peut-être que tu peux, avec l'association Women Podcast, peut-être avoir des chiffres, ou je ne sais pas, en tout cas dessiner peut-être ce qui se passe dans l'audio, dans l'industrie de l'audio au féminin. Oui, absolument, avec plaisir. Alors avant, je voudrais dire, je ne suis pas la cofondatrice de Women pardon. Podcast, mais je suis dans le bureau. Voilà. Simplement pour que la vérité soit remise. Et en fait, Women Podcast a été créé en 2022 sur le constat qu'il y avait énormément de femmes dans le monde de l'audio, mais elles n'étaient pas forcément visibles, elles n'étaient pas forcément connectées entre elles ne se connaissaient pas forcément, et puis surtout, elles souffraient beaucoup des barrières qu'elles se fixaient à elles-mêmes. Et donc, pour essayer de rétablir ça et justement de faire en sorte que ce soit un peu inclusif, qu'elles puissent apprendre par des webinars, qu'elles puissent apprendre à se connaître par des networking, on essaie d'œuvrer pour établir un peu plus.
Donc, d'après toi, au vu de ce que tu vois, les femmes dans l'univers de l'industrie de l'audio, ce sont des limites qu'elles se posent d'abord. Manque de confiance, Alors ça, on n'ose pas poser sa voix. Ça, c'est le constat des cofondatrices, mais pour avoir été un peu coach de podcasteuse, pour participer depuis 2 ans à l'association, rencontrer beaucoup d'indépendantes du podcast dans des networking, etc. C'est vrai que je pense qu'on est beaucoup à s'auto-rassurer sur nos compétences, etc. Et oui, après, je pense que il y a peut-être des conclusions qui peuvent être tirées dans d'autres milieux aussi, qui sont pas propres à l'audio spécifiquement. On va élargir, on va dézoomer au fur et à mesure, parce qu'on va se rendre compte que, effectivement, quand on a préparé ensemble, ça avait fait écho aussi avec peut-être toute la posture de la femme dans le monde du travail, donc peut-être qu'il y a quelque chose à dézoomer. Marie, état des lieux, comment tu vois ça, toi ? C'est une question large. Et voilà, si on commence. Comment je vois ça, je sais pas, moi j'ai des expériences. Ça fait du coup 15 ans que je fais de la radio, parce que j'ai commencé à Nova avant d'être à Radio France. Moi, de mes petites expériences où j'ai été renvoyée à ma voix féminine, c'est par exemple en 2016, quand on m'a dit qu'on pouvait pas présenter une matinale à 2 femmes parce que les gens n'aimaient pas ça, que 2 femmes parlent ensemble, que c'était rédhibitoire, et c'est peut-être vrai. C'est-à-dire que je sais même pas si finalement il n'y a pas un effet, s'il y a 2 femmes qui parlent, rédhibitoire pour les audiences masculines. D'ailleurs, l'année dernière, vous savez peut-être, j'étais sur France Inter de 17h à 18h, 3 femmes. Les audiences chez les hommes ont baissé, mais drastiquement. C'est-à-dire qu'on a gagné de l'audience chez les jeunes et chez les femmes. Chez les hommes, et chez les hommes de plus de 50 ans, notamment, on voyait dans les chiffres que c'était là qu'on perdait beaucoup d'audience. Donc, il y a sans doute plein d'autres raisons, au-delà du fait qu'on était des femmes. Je veux pas jeter la pierre comme ça, mais c'est vrai qu'il y a ce truc que moi j'ai vécu plusieurs fois des femmes ensemble, trop de femmes ensemble. Une femme, ça va, mais c'est quand il y en a beaucoup que c'est un problème, quoi. Ça serait intéressant, parce que justement, toujours sur France Inter, le dimanche, questions politiques, elles sont 3. Et ça serait, avoir... Je veux pas, moi, tirer des conclusions, je veux dire, je vous donne juste du ressenti, et qui sont pas des... Voilà ce que je disais avant de monter sur scène. Je disais, moi, j'ai pas beaucoup de faits à vous apporter, je peux juste vous dire comment moi je vois, comment je vis le truc... de l'intérieur, et ça se trouve, ça n'a aucun impact, le fait qu'elle soit. Et pourtant, c'est un état de fait. Enfin, je veux dire, si on fait cette table ronde, si on en parle, c'est qu'il y a quand même un état de fait. Donc, en tout cas, moi, ce que mon expérience de 2016-2018 me dit, c'est que ça fait aussi peur aux chaînes, aux radios, de mettre plusieurs femmes au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de prise de risque. Ça implique une sorte de prise de risque sur l'audience, quoi. Alors justement, Vincent, producteur matinal, est-ce que ça a été une prise de risque pour toi de pouvoir accompagner justement des femmes à mettre à l'antenne ? Prise de risque, non. Plus de difficultés. Moi j'ai commencé à Paris en 2001 à peu près à la radio, et on partait de quelque chose qui était quand même très très mal alpha, patriarcal, masculin, où on est encore loin du compte, on est encore loin de l'égalité, mais il y a quand même des progrès, légèrement. Moi, je prends l'exemple de Chérie FM, où on a mis une femme en tant que leader d'une matinale de musicale nationale. C'était pas arrivé, on l'a fait en 2017, je crois, 2018. C'était pas arrivé depuis les débuts des années 90. Waouh. Il y en avait eu une avant. Il y en avait eu une avant. Ouais, déjà, j'étais surpris qu'il y en ait eu une avant. Après, on le voit quand même de plus en plus sur les généralistes. On est passé sur RMC de Jean-Jacques Bourdin à Apolline de Malherbe. C'est quand même un progrès. Il y a quand même Léa Salamé sur France Inter. Il y a eu, je crois que c'est sur Move également, où c'est une femme qui lead la matinale. Virginie. Virginie. Il y a encore, il y a même sur Nova, où il y a Ségolène maintenant le matin. Donc ça vient de plus en plus. On est encore loin du compte. Après, prise de risque, non, je pense pas. Mais alors, du coup, c'est les sujets. Parce que là, autour de cette table, on va avoir et le podcast et la radio.
si je m'arrête un instant sur la notion de la voix, et cet élément en fait qui est en lien avec les émotions, ou dans une société où les émotions c'est pas forcément super bien vu. Hein. Enfin, je vais pas faire le podcast, mais en tout cas voilà, si là on est sur le nœud des émotions et que cette voix féminine, elle aurait quelque chose peut-être de comment dire, quand un homme prend la parole, on lui dit ah bah c'est sérieux, c'est crédible. Quand une femme va prendre la parole, il va falloir qu'elle passe à des tons un petit peu plus graves parce que sinon on va partir dans l'hystérie. Est-ce que finalement, la voix de la femme, c'est pas que la voix, c'est aussi le sujet? Et est-ce que il n'y a pas les femmes qui n'arrivent pas à entrer à la radio, en fait, qui n'ont pas de place à la radio, finissent par se tourner vers le podcast? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, je pose ça là. Alors, j'y avais jamais pensé comme ça, c'est assez intéressant. Après, dans ce que je constate dans l'association, c'est que c'est peut-être d'autres profils, c'est peut-être des personnes qui, à l'origine, n'étaient pas forcément journalistes ou se destinaient pas à une carrière dans les médias, mais qui ont eu envie, par passion, par nécessité, de se lancer dans un projet de podcast pour parler d'un sujet dont elles sont passionnées. Et c'est ensuite un peu dans l'ordre logique des choses, de se dire j'ai envie de développer mon podcast, j'ai envie de le monétiser parce qu'en fait, je passe 50 heures par semaine à travailler dessus et je ne suis pas rémunérée, alors pourquoi pas finalement être payée pour mon travail, hein, c'est assez logique. Et donc, c'est plutôt des profils comme ça qu'on a. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a parfois des problèmes de légitimité, se dire ah ouais mais moi je suis pas journaliste, j'ai pas fait d'école, comment je vais faire pour me démarquer? Et c'est aussi là que c'est intéressant de proposer des formations, des webinaires, des afterwork ou des moments où on peut apprendre les unes des autres pour pouvoir qu'il y a des journalistes qui viennent aussi justement nous former, etc. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je constate. Alors, du coup là on serait sur une posture entrepreneuriale. C'est comment Exactement. Je monte un business, donc que ça soit le podcast ou autre chose, mais il y a toute une dynamique entrepreneuriale et il y a le syndrome de l'imposteur avec comment on y va pas, est-ce que je vais y aller, comment on négocie un contrat, j'imagine qu'il y a toutes ces questions. Exactement, comment on facture, qu'est-ce que je fais pour ma première facture, est-ce qu'il va voir qu'il y a un numéro 1 sur la facture? Donc là, ce serait dans l'industrie de l'audio, on a la posture féminine entrepreneuriale, comment je prends à bras le corps en fait mon projet et comment je le diffuse. Mais le lien en commun, c'est quand même la voix, c'est qu'est-ce qu'on a à dire. Et donc du coup, par voie de ricochet, si là on a la posture entrepreneuriale, donc il y a un business, on a une idée, on va le travailler, il y a tout l'aspect créatif. À la radio, il y a aussi peut-être les sujets. Est-ce qu'il y a une place spécifique pour les sujets? Est-ce que, par exemple, on a quoi? L'éternel speakerine, passe-plat, où on va avoir la posture de la femme qui, de toute façon, quand elle va arriver sur un plateau, c'est forcément pour défendre une cause, féministe, gauchiste, wokiste. Bonjour. Voilà. C'est très d'actualité. Alors, du coup, comment ça se positionne là? Comment elle... Je pense que pour aller dans vos deux sens, déjà, je pense que tu as raison, les grandes voix féminines du podcast qu'on a vu émerger ces dernières années, que ce soit Victoire Toyon, Lorraine Bastide, etc., c'est des femmes qui venaient pas de la radio et qui ont d'ailleurs pas essayé de faire de la radio. Victoire, France 2. Ouais. Elle était voix off journaliste et elle a travaillé sa voix jusqu'au jour où elle a dit à partir du moment où on me demande de faire une voix qui n'est pas la mienne, au revoir. J'arrête. Voilà. Mais donc c'est pas effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi. Ouais. Et je pense voilà, c'est pas forcément des gens qui venaient de la radio ou qui l'ont fait par dépit du tout. Je pense qu'en tout cas, c'est pas dans les gens que je rencontre. La question des sujets me paraît plus réelle, c'est-à-dire que les couilles sur la table, la poudre. Je pense qu'aussi, il n'y avait pas tellement d'espace audiovisuel existant qui permettait l'émergence de ces sujets sans que, je reviens à cette histoire de prise de risque, sans que ce soit quand même une prise de risque pour peut-être tu ne seras pas d'accord, mais pour ceux qui dirigent les antennes, etc. Je pense que quand même, ces sujets-là, et toutes les femmes qui font du podcast ne parlent pas de féminisme, je veux dire... Mais voilà, moi je parle d'émotion. Dans Émotion pour Louis Média, ça va être quand même catalogué très rapidement comme un podcast féminin puisqu'on parle d'émotion. Et d'ailleurs, moi je suis toujours très contente quand j'ai des retours d'hommes sur le podcast, ce que je trouve à la fois... je trouve ça un peu dramatique de ma part, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a un côté où ça me légitimise plus...
j'ai l'impression que je me dis c'est bien, je parle à tout le monde et pas que aux femmes, comme si c'était enfin, je veux dire, je pense que les personnes chez Autoplus se posent pas tellement la question. Non, mais c'est clair. Après, je sais pas si dans la salle il y a des femmes qui donnent de la voix, justement, en podcast. Oui, podcast, d'autres podcasts, radio. Voilà, il y a. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. C'est ce que je disais, moi, à Vincent, quand j'ai au téléphone. Quand je faisais des podcasts, pareil, j'étais hyper contente. Voilà, quand il y avait du monde qui écoutait, même à la radio, voix off et autres. Et puis, quand il y avait des hommes qui m'écrivaient en me disant « Waouh, ta voix me fait bander », bah non, en fait. Non. Et oui, je parle pas de ce genre de retour. Voilà. Non, mais c'est pas nécessaire. Non. Mais enfin, je veux dire, c'est extrêmement violent parce que ce qu'on a à dire passe pas nécessairement par le filtre non plus que de la voix. On vient avec notre empreinte vocale, avec notre genre, mais l'idée est avant tout quand même au-dessus du lot. Est-ce que du coup, le podcast ouvre peut-être plus de perspectives pour prendre les sujets, peut-être, et la radio alors, est-ce qu'il y aurait quoi ? Plus de place, moins de place, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vais parler sur les radios musicales qui sont celles que je connais le mieux, où on a moins d'engagement. Il y a moins de sujets qui vont être porteurs. On va moins parler de féminisme, malheureusement, parce qu'on fait du divertissement. Alors, moi, je suis convaincu que par le divertissement, on peut faire passer plein de messages. Mais ce n'était pas le cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, où encore les directeurs d'antenne. Moi, quand je suis arrivé il y a 20 ans, c'était la femme est là pour faire la météo, l'horoscope, rire. Voilà. Rire, bien sûr. Non, pas faire des blagues. Rire aux blagues de l'homme. Ah oui, entendre la voix. Oui. Et encore une fois, heureusement, il y a quand même de l'évolution. C'est loin d'être parfait, mais il y a un minimum d'évolution. On peut parler de choses engagées et on peut le faire sans forcément être dans un activisme ou une lutte hyper forte. On peut réussir à faire passer un message de façon soft quand c'est un produit de musical, de divertissement. Mais effectivement, il y a une peur des patrons qu'on soit tout de suite dans quelque chose de très communautariste, on va dire, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais du coup, si l'audio, le podcast, on l'écoute de plus en plus. J'étais en fin d'année de l'année dernière, j'étais donc à la Fondation Jean Jaurès. J'imagine que vous avez entendu parler de cette information où on est passé de la fatigue informationnelle à l'exode informationnel. Et donc, ça implique que les gens ne coupent pas la radio, mais qui vont aller chercher l'info ailleurs. Le podcast arrive en deuxième position. De médias, de canal pour avoir de l'information. Donc, à partir de là, ça veut dire que quand même, on a des sujets qui rassemblent. Et à travers cette perspective, est-ce que l'industrie de l'audio n'est pas en retard ? Comment vous dire ? Est-ce que c'est le miroir de notre société, et auquel cas, waouh, on a encore beaucoup de boulot à faire, ou est-ce qu'il y a du retard par rapport à une société qui ne cesse encore de se nourrir autrement et de grandir autrement ? En fait, je pense que justement, l'exemple du podcast nous montre que, c'est ce que tu disais à la radio sur le fait que, globalement, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y avait pas mal de freins. C'est que vous vouliez proposer un truc, on vous dit « Ah non, ça va pas marcher » ou « Ah, du coup, on voit les audiences, si les audiences marchent pas, on arrête ». Ce qui est génial avec le podcast, c'est que ça marche pas comme ça, il n'y a pas de règles, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et d'ailleurs, ce que tu disais, c'est quand on regarde dans les chiffres, les résultats de la CPM, les grandes podcasteuses de France, il y a Clémentine Gallet, il y a Lorraine Bastide, il y a Anne Guesquière, et il y a, tu citais Victoire Tuyon évidemment, ça montre bien que en fait, les gens ont envie d'écouter ces sujets-là et qu'il y a une place pour ces sujets-là. Et c'est simplement que comme les podcasteuses indépendantes inventent leurs propres, et les podcasteurs en général inventent leurs propres règles, puisque ils ont le choix de créer une société ou pas, de gérer leur propre diffusion, finalement, je trouve qu'on est arrivé... Il s'est passé avec le podcast qui s'était peut-être jamais passé à la radio. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie. Qu'est-ce que vous en pensez, justement ? Effectivement, c'est comme tous ces canaux de diffusion qui permettent de tenter des choses qu'on ne tente pas ailleurs. Je pense qu'on pourrait avoir la même réflexion sur YouTube, on pourrait avoir la même réflexion sur Twitch. Donc oui, je pense que effectivement, la démocratisation des canaux de diffusion a permis de faire entendre des voix. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable audience autour de ces sujets.
Si la question c'est est-ce que le monde audiovisuel est en retard sur la société, ou en fait un effet miroir. À quel niveau ce serait un effet miroir ou effectivement un retard? Les deux. Non, mais moi, j'ai tendance... j'ai bossé, oui, pardon. J'ai bossé à Combini 2 ans entre... C'était une petite parenthèse, faire des contenus pour les réseaux sociaux. Et oui, en tout cas, je trouve que les sujets portés par la jeunesse ou les sujets qui concernent une audience plus jeune, clairement, les médias traditionnels et même parfois, nous, dans les podcasts, on est un peu à la bourre, ouais. Enfin... Mais bon, il faut pour, enfin, je veux dire, il faut pour tout le monde. Donc, je comprends aussi que qu'on puisse pas avoir, enfin, que dans un média généraliste, par exemple, il y a des sujets qui n'intéresseront pas les auditeurs de 60 ans, qui sont quand même le gros de l'audience. Vincent, qu'est-ce que tu en penses? Exactement pareil, les deux. Effectivement, quand on voit la Gen Z, mais qui écoute pas la radio. Enfin, je donne des cours dans une école de commerce. J'ai à peu près 500 étudiants par an, étudiants et étudiantes. Il y a 10% qui écoutent la radio quand ils sont en voiture. Et effectivement, ils sont beaucoup plus engagés qu'on a pu l'être peut-être, ou en tout cas différemment, mais ils sont bien plus quand on leur donne, moi je les fais faire des podcasts, et quand on leur donne le choix des sujets, ils vont prendre de l'engagement tout de suite, et c'est cool. Mais effectivement, il y a un côté où on est maintenant nous-mêmes notre média, ce qu'il n'y avait pas avant. Et du coup, on avait un petit peu moins d'engagement aussi parce qu'on était moins libre, on ne pouvait pas faire des sujets qui pouvaient paraître plus niches à l'époque. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que encore une fois, multicanaux, c'est génial parce que justement, on peut voir, entendre un sujet à 360 avec un regard, avec une sensibilité, avec vraiment quelque chose qui est très personnel, une signature. Mais plus il y a de canaux d'information, moins il y a de lieux communs pour pouvoir aussi discuter ensemble. Et ça effiloche beaucoup la démocratie aussi sur ce sujet-là. Donc, tu voulais dire, Marie ? Ah ouais, je pense que ça, c'est une vraie préoccupation pour nous tous. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, je dis, je suis contente quand il y a des hommes qui écoutent, parce que j'ai l'impression que de faire des ponts. Mais non, je voulais réagir sur faire le lien entre ce que tu disais sur on est notre propre média, et c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup de faire. Et on voit, par exemple, qu'aux États-Unis, dans le Washington Post, ils ont supprimé toute la section PR de relations publiques pour créer une section talent pour faire émerger les gens en individuel. Et ça, je pense que les femmes, c'est plus difficile pour une femme de prendre sa place, sa voix. Enfin, tu disais, on est derrière qu'on se met à nous-mêmes, se vendre en tant que média et dire ouais, salut, c'est moi le média. Je me dis qu'il y a peut-être des freins là qui existent vraiment, quoi. Je sais pas si c'est des choses dont vous parlez. J'espère que j'ai choqué personne en disant les barrières qu'on se met à nous-mêmes, mais c'était plus aussi, évidemment, qu'il y a des barrières aussi qui sont mises. Mais on est construite avec certaines limites, de toute façon. Parce qu'on en parlait sur le podcast. Moi qui ai bossé avec les startups, c'est les mêmes problématiques. Quand on a envie de monter sa boîte, quand on veut faire des levées de fonds, il y a un conditionnement au féminin qui fait que, est-ce que j'en vaux la peine? Est-ce que j'ai pas le syndrome de l'imposteur? C'est vrai qu'il y a même négocier un salaire. Enfin, je veux dire, on est sur des places. Tu voulais finir de. Non, je pense que c'est des choses. Enfin, je pense qu'on a bien identifié les choses qui n'allaient pas et qu'on sait très bien justement où aider, et que c'est pour ça que dans des associations comme Women et Podcast, mais il y en a d'autres aussi, il y en a dans la santé, il y en a dans d'autres sujets, etc. Il y a toujours une partie coaching, et le coaching est hyper important pour ça, et ça, je pense que ça passe aussi un peu par les rôles modèles ou par l'imitation. Moi, j'ai beaucoup appris comme ça quand je voyais qu'il y avait quelqu'un qui se comportait de la façon dont je voulais être. Et c'était beaucoup plus facile pour moi d'apprendre de cette façon plutôt que quand on me dise non, fais ça, c'est hyper dur. Alors qu'en imitant, c'est plus facile. Vincent. Oui, il y a effectivement plus de modèles mecs, j'allais dire oui. Mais il y a aussi des croyances limitantes aussi chez les hommes, et ça, c'est assez universel aussi. Moi, pardon, les factures, je me suis posé la question, comment on crée sa société, j'ai eu les mêmes trucs, donc c'est aussi un truc qui existe partout. Non, bien sûr, et tu fais bien de le dire, mais c'est vrai que on se conditionne aussi beaucoup, alors que voilà, il y a des limites. Il nous reste 5 petites minutes, ça passe trop vite.
voilà, on a fait cet état des lieux, on a regardé un petit peu ces points. Tu parlais de modèles aussi, d'accompagnement, de coaching. Est-ce qu'à la radio, il faut accompagner? J'ai entendu pas plus tard qu'il y a quelques jours que même des partis politiques accompagnaient les hommes à toute la compréhension du sexisme, voilà, les blagues qu'on ne fait plus, les comportements qu'on ne doit pas avoir, tout ça. Est-ce que si on coach les femmes pour qu'elles gagnent en posture et en confiance, est-ce qu'à la radio, il faut accompagner ceux qui décident? Comment on fait? Ça fait partie de l'accompagnement, alors pas forcément de ceux qui décident, qui, j'espère que, comme ils ont des postes de décideurs, le comprennent. En revanche, il va falloir mettre encore plus de femmes partout. Ben oui. Et ne serait-ce que dans les postes de décideurs où il y a, à part France Inter, où je ne vois pas une directrice ou une PDG de radio. Il y en a, hein, mais il y en a dans le groupe ISA, je crois d'ailleurs, qui existe en région. Mais il faut en mettre beaucoup plus. Et c'est aussi quand les femmes seront décideuses qu'il y en aura plus à l'antenne. Il y a France Bleu aussi. C'est vrai. Ici, maintenant. Ouais, ici, pardon, excusez-moi. Je sais plus, qu'est-ce que je devais dire? Non, est-ce qu'il y a une question dans le public? Oui. Alors peut-être oui, un micro, ça sera plus simple pour nous tous. Elle disait qu'il y avait Énergie où il y avait une femme qui dirigeait. Effectivement, il y a Mariam Saleh. Bonjour. Oui, voilà, il y a Mariam Saleh. Hier, elle est intervenue. Il y a Énergie Group aussi, en fait, où il y a une femme. Ils mettent un point d'honneur à avoir la parité dans le média. Et je trouve que c'est important. Et merci en tout cas pour votre intervention. Il faut faire entendre les voix des femmes et vous avez raison. Et je trouve que votre intervention à vous, monsieur, est aussi importante puisque on n'entend pas beaucoup en fait les hommes parler. En fait, tout se rejoint parce que même vous, quand vous dites que vous touchez les hommes, on entend de plus en plus d'hommes, je trouve, dire que c'est important de parler de ses émotions. Avant, c'était réservé aux femmes. Aujourd'hui, c'est réservé à tout le monde. Donc, merci pour ça. D'où la question de la voix, hein, parce que c'est quand même le siège aussi des émotions. On ne peut pas tromper avec les émotions quand on est pris par la joie ou quand on est pris par voilà, quand il se passe quelque chose. La voix, là, elle va... Et effectivement, comme vous dites, c'était quelque chose qui appartenait aux femmes. C'est humain. Je pense que c'est intrinsèquement humain. Et on est dans l'ère du storytelling. Et le storytelling, c'est raconter des histoires à travers les émotions. Donc forcément, c'est... parfois plus dur, effectivement, chez certains mâles, on va dire alpha, de lâcher prise sur les émotions. Et ça fait partie aussi des choses qu'on leur apprend. Après, je me dis qu'on présente le podcast comme un média féminin parfois. Le podcast de l'intime. On voit bien que, par exemple, aux États-Unis, les énormes scores de podcasts, c'est plutôt des hommes, plutôt des masculinistes, enfin en tout cas Joe Rogan, voilà, mais il y en a d'autres là, je n'ai pas tous leurs noms, mais voilà, c'est pas un espace réservé quoi. C'est très bien hein, d'ailleurs. Mais... J'aimerais faire le pont et on va conclure éventuellement avec ça, à moins que vous ayez envie de rajouter encore un mot, mais tu disais le masculinisme là qui est en train d'arriver quand même pas mal en force avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Quand on fait un plateau comme ça sur la voix des femmes, est-ce que d'un coup il n'y a pas un truc qui waouh, ça fait vraiment peur? Est-ce que on s'est pas battu quelque part pour avoir une place qui, potentiellement, je ne sais pas, hein, je ne sais pas si on n'a pas une boule de cristal, qui pourrait commencer à partir en éclats. Si déjà c'est fragile, parce que l'avenir nous... Non, ce que ça m'évoque quand tu dis, je l'ai beaucoup entendu aussi, le podcast c'est un média féminin. Moi, la façon dont je l'interprète, c'est que je vois, en fait, c'est les podcasteuses indépendantes. Alors pas forcément. Alors bon, il y a Louis Média qui est l'exception qui confirme la règle puisque c'est des femmes à la direction, mais à part ce studio, c'est un des top studios, c'est le seul. En revanche, il y a énormément de podcasteuses indépendantes et en fait, pour moi, c'est hyper symbolique de dire elles ont pris le micro, quoi. Ok, elles ont pas attendu en fait qu'on leur laisse la parole et il y a quelque chose de... Pour moi, la voix des femmes, c'est aussi beaucoup ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut... En fait, c'est à partir du moment où il y a ce terrain fertile-là, il faut l'encourager pour que dans quelques années, on n'ait plus à faire des tables rondes comme ça, quoi. Oui. Et si vous n'avez plus rien à rajouter, parce que le temps nous est... voilà, je suis d'après, on aurait aimé en voir plus. Peut-être que la prochaine fois, on parlera aussi de la voix des femmes, et peut-être aussi plus culturelle et ethnique, avec peut-être des accents. Hein, pourquoi pas? Voilà.
Bah oui. On peut les applaudir très Merci fort. beaucoup. Tiens, si vous voulez une petite anecdote, je vais vous donner une petite anecdote sur ce que les femmes peuvent vous apporter. C'est véridique. Quand j'étais tout jeune, je travaillais, mais il y a très longtemps avant les bombardements, à Skyrock. Et il y avait une dame qui avait The Voice, qui s'appelait Jade, et qui m'a donné l'envie de faire de la radio. Et cette femme, j'ai 2 filles, et ma petite fille, je l'ai appelée Jade pour ça. Et vous savez qu'elle agit encore. Alors maintenant, elle a pris une trentaine d'années. Elle fait les voix avec Laurent Gérard le matin sur RTL. Et c'est cette dame qui m'a donné l'envie un jour de faire de la radio. Comme quoi les femmes, elles peuvent aussi donner des vocations aux hommes. Vous voyez? Il faut plus de modèles. Eh bien, on va en faire. Voilà, à bientôt.